Et on se retrouve donc pour l'invité du jour et ce soir c'est Sophie Grabiel qui est avec nous, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes le responsable du service L'œil et la lettre ici à la médiathèque de Toulouse. Oui. Est-ce que vous pouvez nous présenter déjà ce service? Alors ce service L'œil et la lettre est un service qui est dédié à l'accueil des personnes déficientes visuelles. La médiathèque a ouvert en 2004, il y a 5 ans, et se devait, pour une grande bibliothèque de la région, d'accueillir tous les publics. Donc a été mis en place un système de service pour accueillir ces personnes déficientes visuelles, empêchées de lire. Donc tant au niveau des collections adaptées que d'un matériel spécialisé, informatique, pour l'accès à la lecture. D'accord, il y a aussi des expositions que vous faites ponctuellement ici? Alors nous réalisons de temps en temps des animations, donc régulièrement des projections en audiodescription pour le public déficient visuel, des contes dans le noir, des accueils de classe, un certain nombre d'animations régulières. Et cette année 2009 étant la naissance du bicentenaire, l'anniversaire de la naissance de Louis Braille. De Louis Braille, nous avons organisé une grande exposition pour célébrer cet anniversaire. D'accord. Donc cette exposition est présentée dans cette salle depuis le 17 novembre jusqu'au 13 décembre. Elle a été réalisée par le CINAL, c'est le Comité international pour la commémoration de l'anniversaire de Louis Braille. Elle a circulé dans de nombreuses villes de France et elle termine à Toulouse pour une durée de 1 mois. Alors qu'est-ce qui vous a attiré dans cette exposition? Parce que je crois que vous êtes allé la voir dans une autre ville. Oui, alors j'étais allée la voir à Montpellier parce qu'il est assez difficile de trouver des animations, des expositions qui soient accessibles à tous les publics. Donc évidemment, puisque ça traitait du braille et de l'alphabet braille, ça se devait d'être accessible aux personnes déficientes visuelles. Donc avec toujours un accompagnement tactile, soit des écritures braille, soit un accompagnement sonore, mais que tout le contenu soit accessible aux déficients visuels. Donc cette exposition a été réalisée en respectant toutes ces contraintes et nous a particulièrement intéressés. D'accord, alors qu'est-ce qu'on peut y retrouver réellement dans cette expo? Alors cette exposition, elle est composée en 4 modules. Donc un premier module va présenter vraiment la vie de Louis Braille, sa biographie, l'histoire de son accident, la manière dont il a perdu la vue. Ensuite sa scolarité et comment il s'est intéressé à l'alphabet Braille après les premières tentatives qui avaient déjà été faites par des prédécesseurs. Il y avait déjà eu des tentatives pour rédiger un alphabet tactile. Donc une première partie sur Louis Braille, une deuxième partie sur l'alphabet Braille, comment il est construit cet alphabet, pourquoi ça reste une invention aussi merveilleuse et elle est utilisée dans le monde entier et elle n'a pas tellement évolué depuis la création par Louis Braille. Une troisième partie va porter un petit peu sur les moyens de reproduction du braille, comment on édite le braille. On est passé du poinçon que l'on faisait manuellement à maintenant des outils beaucoup plus modernes où on peut imprimer en de nombreux exemplaires. Et la dernière partie va un petit peu traiter de l'aspect tactile. C'est-à-dire que quand toucher, quand c'est plus le texte on sait lire, c'est pas très compliqué, il y a le code de Louis Braille, mais toucher des illustrations pour avoir accès à, par exemple, des notions de géographie, d'architecture ou d'art tout simplement, accéder à une œuvre d'art avec une version tactile. D'accord, comment vous expliquez que 200 ans après, ça marche toujours? Eh bien, tout simplement parce que c'est une invention qui est assez extraordinaire. Elle a été adoptée dans le monde entier, c'est-à-dire que ce soit de l'albanais, du zoulou, des langues, le chinois, l'arabe, tout est transcrit, tout peut être transcrit en braille, parce que c'est une construction qui est très méthodique et qui correspond exactement aux besoins du déficient visuel. C'est-à-dire que chaque lettre peut être lue exactement avec la pulpe de l'index. Donc on peut déchiffrer, alors pas si vite qu'avec les yeux, parce qu'avec les yeux on peut lire 250 mots à la minute et on va peut-être en lire 60, 70 avec le doigt. Mais on peut déchiffrer... 70 mots à la minute avec le doigt à peu près? Oui, je crois. Oui, à peu près. Quel est le genre de public qui vient là pour l'instant, qui est venu depuis le départ? Vous avez des déficients visuels, bon ça je suppose, mais après il y a des personnes. Alors oui, elle est ouverte aussi, je suppose. Pardon. Elle est ouverte à tout public, donc aux heures d'ouverture de la médiathèque, quand on descend, il y a toujours un petit peu de monde qui circule. Effectivement, nous avons vraiment travaillé beaucoup, un travail de partenariat avec les associations de déficients visuels, avec les écoles qui reçoivent des enfants déficients visuels ou en internat ou en intégration. Donc nous recevons de nombreux groupes de déficients visuels. Une médiatrice a été recrutée pour animer cette exposition et pour vraiment bénéficier d'une visite guidée lors de l'accueil de ces groupes. Et effectivement, elle s'adresse aussi à tout public parce que le but, c'est aussi de mélanger. On cherche toujours un peu à provoquer la mixité des publics. Donc, c'est pas du tout une exposition qui est destinée uniquement aux déficients visuels, mais ça peut être une exposition pour une sensibilisation handicap visuel, pour découvrir ce que c'est
c'est que le braille, parce que souvent, ce qu'on connaît du braille, c'est ce qu'on va pouvoir toucher sur les boîtes de médicaments ou quelques boîtes de conserve. Mais bon, ce sont des petits points, mais en fait, ces petits points, ils sont très bien organisés et ça permet un petit peu de comprendre comment on peut accéder à l'écrit quand on est privé de la vue. Alors la sensibilisation, ça passe aussi par les jeunes. Vous avez quelques groupes scolaires aussi qui sont venus ou qui doivent venir? Alors nous avons quelques groupes de scolaires de voyants, effectivement, pour lesquels nous allons organiser cette exposition. Nous allons proposer des visites. Donc nous les recevons par demi-groupe. Un demi-groupe va bien explorer cette exposition et le demi-groupe qui est en attente va travailler un petit peu sur la lecture tactile. C'est-à-dire va pouvoir utiliser des albums tactiles, essayer de percevoir une illustration en ayant les yeux bandés, de découvrir ce qu'on peut trouver dans une page. Parce que quand vous êtes voyant, une illustration, vous la percevez spontanément tout entière, alors que quand on est déficient visuel, il va falloir explorer toute sa page pour savoir ce qu'on va rencontrer, et ensuite se faire une représentation mentale de l'image qui peut être représentée sur ce livre. Et ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant et qui interpelle beaucoup le public voyant. C'est assez précis, ça d'ailleurs. Vous avez, je sais pas... La précision réellement quand on va toucher un dessin, quand un non-voyant ou un déficient visuel va toucher justement un dessin, on va dire, le taux de représentation dans sa tête. Alors il y a un gros débat là-dessus parce que c'est très très compliqué. C'est-à-dire que si vous donnez un livre à un enfant avec des illustrations tactiles sans accompagnement, c'est à peu près inexploitable. Il faut quand même expliquer, là on va rencontrer ça, cette matière représente tel personnage ou tel... Il y a des codes tactiles, comme nous avons des codes visuels pour représenter la perspective, pour représenter le volume, et il y a des codes qui sont assez peu développés chez les déficients visuels car ils ont assez peu matière à toucher. Il y a très peu de livres et il y a une éducation tactile qui est encore assez peu développée. Nous avons reçu, là, il y a 15 jours, les responsables d'une maison d'édition qui réalise des livres tactiles sur l'architecture. Et effectivement, il y a un débat autour de ces livres parce que présenter par exemple la Sainte-Chapelle ou le Panthéon, présenter des éléments d'architecture, si l'illustration est trop chargée, ça devient illisible, on ne peut plus percevoir tout ce qu'on a sous les doigts. Si c'est trop dépouillé, on perd énormément d'informations. Il faut trouver le juste milieu. Donc voilà, il faut savoir quelles informations on peut utiliser à partir d'une photo, d'un vitrail, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en relief pour essayer de représenter tout de même ce vitrail sans surcharger d'informations. Alors cette exposition, elle dure jusqu'au 13 décembre. 13 décembre. Alors donc jusqu'au 13 décembre. Et après, qu'est-ce que vous proposez, là, je sais pas, pour l'année prochaine ou quoi, la prochaine grande manifestation? Alors ça c'était quand même, nous sommes un tout petit service au sein de la médiathèque, donc ça c'était vraiment notre temps fort de l'année et des années précédentes et suivantes. Donc nous avions déjà réalisé une grande exposition sur l'art tactile en 2006 pour les déficients visuels. Là en 2010 nous avons nos programmations qui vont être un petit peu courantes, les projections en audiodescription, les contes dans le noir, et nous avons un petit projet d'atelier, mais qui sera pour un public très ciblé, un public de déficients visuels, d'atelier justement à l'initiation à l'architecture gothique. Donc puisqu'on a déjà travaillé un petit peu sur ce travail de lecture en relief, on va retravailler avec une classe du Parc Sainte-Anne de Ramonville et en partenariat avec le Musée des Augustins sur une initiation à l'architecture, ce qui est quand même très compliqué parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas toucher, déjà par le volume, c'est trop haut, c'est trop grand, donc on ne peut pas tout toucher, tout percevoir, donc essayer d'aller donner des éléments pour comprendre cet ensemble d'architecture. Vous parliez de partenariat à l'instant. Le but de votre service, c'est aussi de passer un maximum de partenariats avec ces associations, ces groupes, ces scolaires? Oui, parce que nous travaillons évidemment pour ces publics. Donc nous recevons beaucoup de personnes en individuel qui ne font pas du tout partie ni d'associations, ou qui ne sont plus scolarisées. Qui font que passer à la médiathèque aussi. Qui font que passer, qui viennent en individuel. Mais c'est vrai qu'il y a des enfants qui sont en internat, donc c'est un petit peu le seul moyen de travailler avec les instituts spécialisés, de pouvoir les accueillir à la médiathèque et recevoir des groupes. D'accord. Qu'est-ce que vous proposez sinon à la médiathèque pour ce public-là? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de livres qui sont traduits, si on peut dire traduire? Transcrits. Alors il y a très peu de livres, il y a moins de 1% de la production qui est transcrite, qui est adaptée, c'est-à-dire mais que ce soit large vision, texte enregistré ou braille, c'est-à-dire que ça ferait vraiment un tout petit catalogue. Alors la bibliothèque de Toulouse a un fonds braille qui est relativement important, on a à peu près 2500 titres,
ce qui peut représenter 8000 volumes, hein, parce que le braille prend énormément de place. Oui. Un Harry Potter, par exemple, peut être transcrit en 30 volumes. Hein, ça, il faut une étagère entière. Ça prend un volume impressionnant. Donc, pour une bibliothèque municipale, nous sommes une des plus importantes en France à posséder ce fonds braille. Et nous avons après des collections plus classiques que l'on peut retrouver en bibliothèque, des livres en gros caractères et des textes à enregistrer. Et cette bibliothèque braille est relativement importante et nous faisons pour ces collections un prêt par correspondance. Nous avons bien sûr des lecteurs dans la région, dans la ville, hein, qui ne peuvent pas venir emporter tout ce volume, donc on envoie par correspondance. Et également dans toute la France. On a des lecteurs un petit peu partout en France. Vous avez l'impression que ça évolue un petit peu dans le milieu des maisons d'édition, ce genre de choses, ou pas? Enfin, vous qui avez un petit peu d'expérience. Alors pour les textes enregistrés, oui, il y a un net développement de textes enregistrés. Il y a de nouvelles maisons d'édition qui se sont développées. Par exemple, dans les pays, en Allemagne, l'édition du texte enregistré est beaucoup plus importante. Donc là, on sent quand même une nette ouverture. Pour le braille, malheureusement, non, parce que ça a un coût énorme. Donc il y a le centre de transcription qui est à Toulouse, hein, qui est basé à Toulouse. Quelques associations qui transcrivent, mais ça reste très très marginal, avec un coût énorme, et ne tendra vraisemblablement pas à se développer, puisqu'arrivent aussi d'autres ressources, les ressources numériques. Donc à la bibliothèque, nous proposons aussi des accès à des bibliothèques numériques. C'est-à-dire que la médiathèque paie des abonnements à des ressources numériques, la bibliothèque Sésame et le serveur Hélène, et nos usagers peuvent ensuite, de chez eux, télécharger des ouvrages qu'ils vont écouter en audio ou sur leur petite plage au braille, sur leur matériel informatique équipé. D'accord. Et très bien, on vous remercie beaucoup en tout cas pour ce petit entretien. On le rappelle, l'exposition, c'est Des doigts pour lire. Des doigts pour lire. Jusqu'au 13 décembre. Jusqu'au 13 décembre. Et donc, vous pouvez venir ici à la médiathèque, les heures d'ouverture? Alors, la médiathèque est ouverte tous les jours de 10h à 19h, sauf le lundi et le jeudi matin. Très bien, ben on vous remercie beaucoup. Nous, on se retrouve dès demain pour un nouvel invité du jour. Bonne soirée sur Toulouse Info.